Ok, je vais commencer par citer les 6 grands axes que je vais ensuite détailler. Et sous chaque axe, je cite entre 2 et 5 indicateurs qui me paraissent importants dans la mise en place de l'axe en question. Alors mes 6 grands axes sont déjà avoir une structure, un plan, un ordre à suivre, des objectifs, comme tu veux l'appeler. C'est super important. Deuxième grand axe, les besoins et le kit bien-être. Troisième grand axe, la gestion de l'énergie. Quatrième grand axe, la gestion du mindset. Cinquième grand axe, la dimension plaisir et valeur de soi. Et dernier grand axe, numéro 6, les bilans réguliers et les points d'étape. Je t'assure, avec le cœur sur ma main, ou la main sur le cœur, je ne sais pas exactement dans quel ordre on dit ça, que si tu suis et respectes ces grands axes, tu vas réussir à mettre en place un système de gestion de vie efficace. Je te l'assure. Je rappelle que tu n'es pas obligé de suivre à la virgule près les techniques que je te propose, aussi bien dans ces leçons du dossier Espace Coaching que dans les leçons complémentaires du dossier Roadmap, parce que là, je te livre vraiment le détail pratique des techniques. Mais prends-les, teste-les, et au fur et à mesure que tu avances, adapte-les ou crée-en de nouvelles en t'inspirant de ton expérience ou quoi que ce soit. Mais mets en place un truc, s'il te plaît. Je te le demande. Bon, on va commencer. Alors, axe numéro 1, grand premier axe. Il est absolument fondamental d'avoir et de respecter un ordre, une structure, un plan, des objectifs, comme tu veux l'appeler. Lorsque tu crées cet ordre, cette structure, ce plan, ce programme, cette liste d'objectifs, il est absolument important, indicateur numéro 1, de planifier en tenant compte de la valeur temps, c'est-à-dire avec des délais et des temps alloués. Dans une future leçon, qui ne sera pas pour tout de suite, mais je te laisse faire tes recherches sur Internet, je vais te parler de la loi de Parkinson. Je pense que je vais intituler cette leçon « La loi de Parkinson et l'élasticité du temps ». L'affectation de délai aux objectifs qui conforment ton plan, ta structure, est absolument fondamentale pour maîtriser l'élasticité du temps. Et dans l'assignation de temps à une tâche, un objectif, etc., il y a aussi un travail de stratégie, d'observation, de mesurer par avance et de dire « Ah ok, normalement je prends 20 minutes à faire cette tâche-là, ce qui veut dire que je ne peux pas me donner plus de 20 minutes pour la faire. » Parce que si tu te donnes 3 heures pour la faire, d'après la loi de Parkinson, tu prendras 3 heures pour la faire. Alors que tu as des preuves mesurées qui disent que cette tâche peut être faite en tant de temps. Donc, planifier avec des temps alloués et planifier avec des délais. Même si quand tu feras tes bilans, tu te rendras compte que les délais que tu avais prévus, ils étaient trop serrés ou beaucoup trop larges, ou que les temps alloués, ils n'étaient pas suffisants ou ils étaient excessifs, ce n'est pas grave. Alloue des délais et des temps, mesure et pilote au fur et à mesure que tu avances, et quand tu arriveras à ton point d'étape ou ton bilan, tu auras le temps de tirer des conclusions et de prendre des décisions, faire des ajustements, des modifications, etc., etc. Dans la leçon antérieure, je te parlais des indicateurs à considérer lorsque l'on met en place un système de mesure et je te parlais d'une technique que j'appelle registre d'activité qui est super utile quand on est en train d'essayer de comprendre combien de temps on passe à faire un certain truc ou dans une période de temps donnée, combien de tâches on peut faire rentrer. Que par exemple, dis-toi que tu télétravailles, comme c'est le cas de nombreuses personnes depuis les événements 2020, et que tu t'es aménagé un espace dans le salon où tu peux travailler sur ton ordinateur et quand tout le monde part le matin à l'école, le chéri, etc., eh bien toi tu travailles là. Sauf que pour toi, c'est quand même un peu difficile de travailler dans le salon qui est un peu en désordre après la soirée d'hier, etc., et que c'est important de ranger un minimum. Donc, on va dire que dans ton système de life management, faire un minimum de ménage le matin avant de t'installer à travailler, pour toi, c'est important, ça te fait du bien. Mais si tu ne te mets pas un temps alloué
à ce travail que tu vas faire. Tu peux passer ta matinée entière à faire le ménage et tu n'auras pas fait ton boulot, tu n'auras pas travaillé en vrai. Donc, c'est important de dire, ok, pendant une petite vingtaine de minutes avant de m'asseoir travailler, moi je vais ranger. Et dans cette vingtaine de minutes, c'est quoi que je vais faire ? Tu ne peux pas te dire, ah oui, je vais nettoyer les vitres et je vais lustrer les lampes et je vais laver les rideaux et non, passer l'aspi, faire la poussière, non. Tu vas ranger un minimum, tu vas peut-être passer un coup de balai rapidement ou un coup d'aspi, nettoyer la table, ranger un peu les coussins pour que ça ressemble à quelque chose, il y ait de l'ordre autour de toi et que tu puisses te concentrer. Voilà. Et tu te times, c'est-à-dire que tu mets ton timer 20 minutes et tu te dis, dans 20 minutes, ça doit être fait. Les coussins rangés, les miettes par terre nettoyées, la table propre et moi prête ou prêt pour m'asseoir travailler devant mon ordi. Si tu ne fais pas ça systématiquement, tu te laisseras prendre par la tâche et l'élasticité du temps. Tu en seras victime. Ok. Indicateur numéro 2 dans ce premier grand axe. Éviter de tomber dans la tendance à tout vouloir contrôler et penser qu'on peut vraiment tout contrôler et maîtriser parce que c'est faux, F-A-U-X. Une bonne structure prévoit toujours de l'espace pour gérer les imprévus. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des trucs que tu n'avais pas calculés, que l'Internet ne marche pas, qu'il fallait chercher l'enfant à l'école parce qu'il était malade. Bref, il y a toujours des imprévus. Toujours. Et considérer ceci te permet de limiter les frustrations, les déceptions et toutes ces sensations super désagréables et inutiles, en fait, qui rendent notre vie moins gratifiante. Alors que si tu as prévu de l'espace pour les imprévus, quand ils vont arriver, tu vas te dire « Ah ouais, c'était prévu ». Alors je ne savais pas de quelle façon ça allait se présenter, mais c'était prévu. Donc, je gère au lieu de le subir. Indicateur numéro 3 dans ce premier grand axe, encourager les micro-tâches. Au lieu d'avoir des super méga tâches qui vont te prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à accomplir, te compartimenter les grosses tâches en micro-tâches. C'est l'approche baby step appliquée à la vie réelle en fait. Quand nous avons devant nous une tâche énorme qui demande de fournir énormément de travail, de concentration, d'efforts, etc., nous nous décourageons. Notre cerveau est câblé pour mesurer les difficultés et ce qui va lui prendre excessivement de ressources. Ce qui lui prend excessivement de ressources est un truc potentiellement dangereux parce que s'il se passe une situation où le cerveau a besoin de ménager rapidement des ressources pour nous mettre en sécurité et qu'il est occupé avec une très très grosse tâche, eh bien il va pas pouvoir. Donc notre cerveau est câblé pour nous décourager de faire de très grosses tâches, très difficiles, très prenantes et très allongées sur le temps. Donc nous, on est plus malin que notre cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se fait des micro-tâches. Plus de projets est monstrueusement grand, plus nous, on va encourager les micro-tâches. Plus facile, plus vivable, plus faisable. Et comme ça, on ne stresse pas notre cerveau. 4e indicateur, fuir en majuscule le multitasking. Le multitasking, c'est un mythe, c'est de la mauvaise qualité quand on est en train de multitasker. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas maximiser nos ressources et combiner par exemple une activité très physique avec une activité mentale. Et quand je parle d'une activité très physique, je parle d'une activité plutôt mécanique et non périlleuse. C'est-à-dire que si tu vas être en train de faire un truc dangereux qui a besoin de ta concentration, s'il te plaît, reste concentré sur ce qui est important. Mais il y a des activités comme ça dans la maison, par exemple, comme plier le linge, faire le ménage, cuisiner, promener le chien, très manuel. Et tu peux maximiser ce temps-là en, par exemple, écoutant un audiolivre ou une émission radio ou un podcast, ok ? Mais pour moi, ça, ce n'est pas multitasker. Multitasker, c'est je réponds à mes emails alors que je suis en train d'écouter une émission radio pendant que je discute au téléphone avec je ne sais qui. Non, c'est pas possible. Si tu es en train de faire ça, il y a 2 activités des 3 que tu es en train de mal faire, voire tu es en train de mal les faire toutes les 3. Tu ne peux pas être en train d'utiliser un même canal, ici ta dimension mentale et intellectuelle, et espérer d'avoir des résultats de qualité.
#mort au multitasking. Bon, indicateur numéro 5, et c'est le dernier dans cette premier grand axe, garder le focus avec une méthode simple de gestion du temps. Comme je te disais dans le premier indicateur, la loi de Parkinson parle de l'élasticité du temps. Et si on ne fait pas un minimum d'efforts pour gérer le temps, on est pris par ça et on le subit. Il est donc super important de t'accompagner ou de t'aider à garder le focus en suivant une méthode simple. Personnellement, après de nombreuses années d'avoir exploré différentes options et techniques, celle qui me convient le plus et que je te recommande fortement est la technique Pomodoro. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que sinon cet audio va faire très long, mais je t'encourage à te renseigner sur Internet et à la tester. Tu n'as besoin de vraiment aucun équipement, sauf un timer, un chronomètre ou un truc du genre. Quelque chose qui te permette de calculer des temps et de te mettre une alarme pour que ça sonne et ça te prévienne que le temps s'est écoulé. Personnellement, comme je travaille de longues heures face à l'ordinateur, j'utilise une application qui s'appelle PomoFocus et je te laisserai le lien ci-dessous pour que tu puisses aller explorer et voir si elle t'arrange et elle te sert. Cet indicateur, pour moi, est la meilleure manière de respecter l'indicateur numéro 1 qui est de planifier avec des délais et des temps alloués. Super bon tandem. Ok, passons au deuxième grand axe, c'est-à-dire les besoins, le kit bien-être. Connaître et subvenir aux besoins lunaires. Je sais que dans ce dossier, on est plus dans le coaching et moins dans l'astrologie, mais voilà, je ne peux pas l'éviter. Les besoins sont lunaires et ils sont absolument essentiels. Ignorer notre dimension lunaire nous met dans un état émotionnel catastrophique. On entre en chaos émotionnel. Si on est en chaos émotionnel, on ne peut rien gérer. Donc, forget about life management, oublie-le. On ne manage rien du tout. On est juste en train de subir les montagnes russes émotionnelles. Donc, c'est super important de considérer les besoins, de tous les besoins physiologiques et les besoins émotionnels également. Comme j'ai expliqué dans une leçon où j'ai abordé le karma, le dharma et autres énigmes lunaires, que tu peux chercher en tapant dans la barre de recherche du blog Karma, Dharma et autres énigmes lunaires, et tu vas tomber sur cette leçon. La dimension lunaire est reliée à notre dimension mentale. Si notre dimension lunaire est agitée et en chaos, notre dimension mentale sera agitée et en chaos. Si notre dimension lunaire est apaisée et sereine, notre dimension mentale sera apaisée et sereine. S'occuper de sa dimension lunaire équivaut à s'intéresser à ses besoins, les connaître, les assumer, les accepter, les respecter, s'occuper de ses besoins régulièrement. Et ça, c'est le premier indicateur dans ce bloc. Ensuite, faire du sport tous les jours, bouger le corps. Je te jure que plus j'avance et plus je connais des histoires et plus je discute avec les personnes et plus je vois les résultats, peu importe l'âge, et comment te dire, la capacité de sport que tu as, parce que c'est sûr que ce n'est pas la même chose quand tu as 25 ans et que tu es plein d'énergie vitale que quand tu as 75 ans et que tu as moins d'énergie vitale. Mais on a tous un quota d'énergie vitale à investir dans bouger notre corps. Et bouger le corps, c'est la santé. Et si on est en santé, si on a canalisé vers l'extérieur notre surplus d'énergie vitale, nous, on est dans une meilleure qualité corporelle et émotionnelle. Corporelle, sensorielle et émotionnelle. Indicateur numéro 3, prioriser le repos et un sommeil de qualité. C'est fondamental. Fondamental pour que notre dimension émotionnelle soit apaisée, ordonnée, harmonisée. Si tu as du mal à trouver un sommeil de qualité, à faire tes nuits entières, il est important que tu te donnes les moyens de corriger cela. Renseigne-toi, discute avec ton médecin, va voir un sophrologue pour apprendre à faire des exercices de respiration et même pour discuter avec ce spécialiste de tout ce que tu pourrais mettre en place
pour arriver au moment du sommeil dans un état qui te permette de te détendre et de vraiment t'endormir et de rester dans cette détente et dans ce repos suffisamment d'heures pour que quand tu te réveilles le matin, tu te sentes rechargé et plein de vitalité. L'hypnose pourrait t'aider également. Et pour terminer, dans le volet des besoins et du kit bien-être, l'indicateur numéro 4, c'est fabrique-toi ton kit bien-être, passe du temps à mettre en place ton kit bien-être et sers-toi de ton kit bien-être. Le kit bien-être, je te l'explique dans les workshops du dossier Roadmap. Plus précisément, dans le workshop numéro 3, qui s'appelle « Concevoir, élaborer, planifier ». Je ne vais donc pas revenir dessus ici à nouveau, parce que ça fait doublon, mais c'est important. Ton kit bien-être est, disons, la garantie que tu vas être en train de t'occuper de tes besoins et de t'apporter du bien-être émotionnel. Ok, grand axe numéro 3, maîtriser la gestion de l'énergie. Et quand je parle ici d'énergie, je ne parle pas du concept métaphysique de l'énergie. Non, je parle de ton énergie vitale, de ton énergie physique, tu vois, de ce jus que tu as en début de journée et qu'au fur et à mesure que tu fais des trucs, eh bien, tu n'en as plus. Et quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis « Ah ouais, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. » Ben, c'est de cette énergie-là que je parle. Dans tout life management de qualité qui se vaille, la gestion de l'énergie de l'individu est encore plus importante que la gestion du temps. Vraiment. Et ceci est encore un truc que j'ai abordé dans les workshops du dossier Roadmap, où je t'apprends non seulement à budgétiser tes ressources, mais à comprendre l'importance de gérer ton énergie. Je t'apprends également les 4 dimensions de l'énergie et je t'apprends à faire un audit énergétique. La quasi-totalité du workshop 4, matérialiser, pratiquer, maîtriser, est dédié à la gestion de l'énergie. Et j'ai 3 indicateurs à te livrer ici. Le premier est qu'il est absolument fondamental de connaître et de savoir respecter tes propres limites. On nous dit très souvent, et c'est vrai, que notre potentiel est illimité. C'est vrai, notre potentiel est illimité. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. Vraiment. Si on se focalise dessus et on met de la discipline, de la détermination, de la régularité et tout ça. Mais si notre potentiel est illimité, nos ressources ne le sont pas. Nous avons de multiples ressources et compétences qui s'épuisent. Notre capacité de rester concentré s'épuise. Notre capacité de fournir un effort intellectuel s'épuise. Notre capacité de gérer une certaine frustration s'épuise. Notre temps s'épuise. Notre énergie vitale s'épuise. Alors, elle ne s'épuise pas, ces ressources, de manière définitive et totale. On peut les recharger, mais il faut aussi considérer le temps et les activités avec lesquelles nous rechargeons nos ressources. Et que pendant que nous sommes en train de recharger nos ressources, nous ne pouvons pas être dans la performance. Parce que si on veut être constamment dans la performance, on termine par faire un burn-out. Un burn-out est ni plus ni moins que ne pas avoir respecté ses propres limites, c'est-à-dire s'auto-maltraiter. Et nous savons que pour recharger, par exemple, notre énergie vitale, il nous faut manger, il nous faut dormir, que pour recharger notre capacité de gérer la frustration et de faire des choses difficiles, il nous faut également avoir des moments de récréation. Voilà, tout ça, je te l'explique dans le détail dans le workshop 4 du dossier Roadmap. Mais mon indicateur ici, le premier indicateur qui en fait est l'indicateur 10 de tous ces indicateurs que je suis en train de te livrer aujourd'hui, est celui de respecter ses limites, les connaître et respecter ses limites. Savoir que le potentiel est illimité, mais les ressources ne le sont pas. Apprendre à auditer l'énergie et planifier dans le respect des résultats de cet audit. Ne pas faire ceci équivaut à de la maltraitance de soi et se faire violence. Et ceci n'a jamais, mais vraiment jamais, de bons résultats. Deuxième indicateur, adapter son emploi du temps et les temps alloués aux différentes tâches au moment que l'on est en train de vivre à un instant T, qui peut être la saison par exemple, ou qui peut être les caractéristiques et exigences de ce moment. Personnellement, je n'ai pas le même type d'emploi du temps en été qu'en hiver. J'adore me lever tôt le matin, mais je ne me lève pas à la même heure en été qu'en hiver.
Je me lève beaucoup plus tôt en été qu'en hiver. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, les nuits sont plus longues, parce qu'il fait plus froid le matin, parce que je suis plus fatiguée en hiver. J'ai besoin de plus de calories. Il y a un rythme différent en hiver qu'en été. En été, il fait plus chaud. Le soleil se lève beaucoup plus tôt. Il y a beaucoup plus d'heures de soleil par jour. La façon dont j'organise mes journées n'est pas la même en été qu'en hiver. En hiver, je commence ma journée plus doucement, si tu veux, plus dans la méditation, l'introspection, la contemplation. En été, je commence ma journée avec de l'exercice physique fort, très rapidement. La première chose que je fais en début de journée. Déjà parce que dans la journée, il va faire tellement chaud à un moment donné que je n'aurai zéro envie de faire du sport. Ce sera invivable, en tout cas pour moi. J'aime pas être en train de transpirer à 40 degrés avec un taux d'humidité de 95%. Et justement, ces heures de chaleur infernale, je vais les utiliser pour me reposer, faire une sieste comatée, parce que de toute façon, avec la chaleur qu'il fait à certaines heures en milieu de journée, je n'ai pas trop d'énergie pour faire quoi que ce soit. Mon cerveau, il fonctionne pas bien avec tant de chaleur. En hiver, par contre, j'ai pas envie de faire du sport tôt le matin, j'ai froid. J'ai envie d'être plutôt dans un truc plus calme et au fur et à mesure que la journée avance, que ça se réchauffe un tout petit peu, que le soleil pointe un peu son nez, là oui, j'ai envie de sortir, de bouger. Les journées sont plus courtes. Je ne fais pas de sieste en hiver. En été, je fais des siestes. Ou si je ne fais pas littéralement des siestes, je me pose pendant 1 heure ou 1 heure et demie juste quand il y a le pic de chaleur et voilà, je me détends. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire pareil, je suis en train juste de te partager ça pour te donner une idée. Mais dis-toi que par exemple, tu viens d'être maman, tu viens d'accoucher, tu as un bébé et qu'il faut t'occuper de lui. Ce bébé, il demande énormément d'attention de ta part. Bon, c'est normal que pendant un temps, pendant certains mois, pendant une période de temps que je ne vais pas ici décider pour toi parce que tout dépend de ton bébé, de ton expérience, enfin bref, tout dépend de beaucoup de variables. Mais pendant un certain temps, il est absolument normal que tu épouses un tout petit peu un nouveau rythme pour t'adapter à ce projet que tu as entre les mains. Et si par exemple tu étais habitué à faire tes nuits entières, maintenant tu peux pas parce que le bébé il demande de ton attention en plein milieu de la nuit et que tu vas peut-être te réveiller 2 ou 3 fois, ce qui va faire que dans les temps dans lesquels tu ne dormais pas d'habitude, c'est-à-dire en pleine journée, eh bien tu vas te faire des siestes avec le bébé. Et ceci est absolument normal. C'est non seulement normal mais nécessaire. Et la raison pour laquelle de nombreuses personnes vivent mal certains moments, parce qu'ils sont en résistance à l'adaptation. Et l'adaptation est nécessaire pour maîtriser la gestion de l'énergie. Mais je t'assure qu'en tant que coach, je suis régulièrement face à des personnes qui sont en résistance. Que non, mais moi, je m'étais dit qu'il fallait que je sorte ce projet, mais maintenant, avec le bébé, j'ai pas la possibilité. Mais non, bien sûr que tu n'as pas la possibilité. Oui, mais je ne vais pas renoncer à mes projets, mais je ne suis pas en train de te dire que tu renonces à tes projets définitivement. Je suis en train de te demander de réfléchir à la quantité d'énergie disponible et à comment tu es en train de te faire violence parce que tu n'es pas en train de faire des concessions. Tu n'es pas en train de vraiment t'adapter à ta réalité du moment qui, comme je te le disais dans la leçon antérieure, n'est pas ta réalité définitive à graver sur pierre. Et que quand tu sortiras de ce moment dans lequel tu te trouves, tu seras dans un autre moment et tu seras en mesure de mettre en place de nouvelles organisations. Ce point, il est super important. Et bon, 3e indicateur dans ce qui est la maîtrise de la gestion de l'énergie, déléguer. Apprendre à déléguer. Lorsqu'on ne sait pas faire, lorsqu'on sait qu'on va faire mal parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, parce que ça va nous prendre beaucoup trop d'énergie ou de ressources en général pour apprendre à faire le truc, la solution est très facile. Déléguer. Sous-traiter, si tu veux, dans le langage du management. Chercher une personne qui, elle, soit spécialiste de ça et que tu embauches pour lui donner cette responsabilité. Franchement, le discours du Superman, Superwoman, etc., c'est du has-been, c'est fini tout ça. Et la démarche du respect de soi est mais totalement dans l'air du temps. Donc, personne n'attend de toi que tu fasses tout et super bien tout le temps. Non. Si tu ne sais pas faire un truc, si tu n'as pas envie de faire un truc, si tu n'as pas le temps de faire un truc,
si tu n'as pas les outils pour faire un truc concrètement. Délègue ça, le temps et l'énergie et les ressources que tu vas consommer à chercher les outils, apprendre à les utiliser, mettre en place les nouveaux systèmes pour faire ce truc-là. Tout ça, tu vas te l'économiser en disant, toi, prestataire externe, est-ce que tu sais faire ça? Super, voilà, je t'embauche. Déléguer est une super bonne idée pour de multiples raisons. Mais ici, je vais aborder une des raisons plus tard. Mais ici, je vais t'expliquer 2 raisons pour lesquelles déléguer est une bonne idée. La première, parce que ça va t'enlever la pression de faire le truc. Parce qu'il sera déjà sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Tu vois, tu le délègues, tu sais que le truc, il va être fait. Et donc, toi, tu as moins la pression. Donc, tu sais que quand tu as la pression de faire un truc, cette pression-là est en train de te bouffer de l'énergie mentale et de l'énergie émotionnelle. Alors que quand tu sais que c'est fait, ou que quelqu'un d'autre est en train de s'en occuper et que tu vas juste être dans la supervision, eh bien, voilà, c'est déjà en cours. Que toi, en tant que project manager, tu n'as pas besoin de participer activement à toutes les tâches. Tu as besoin que toutes les tâches soient faites. Mais est-ce que tu as besoin de les faire toi-même toutes? Non. Non. Et je sais que la tendance est à dire oui, mais non, j'ai pas le budget, mais je m'économise les sous. Mais il y a des fois où t'économiser quelques sous te revient très cher à un autre niveau. Très cher à un niveau santé mentale, très cher à un niveau énergie vitale, très cher à un niveau épuisement et burn-out émotionnel. Donc franchement, à considérer. Et puis le deuxième avantage de déléguer, c'est que tu ne prends pas plus de responsabilités que celles que tu peux gérer. Tu ne t'occupes pas plus, tu ne te donnes pas des tâches supplémentaires. Et surtout des tâches supplémentaires que soit tu n'as pas envie de faire, soit tu n'es pas qualifié pour faire, tu vois. Tout ça te donne plus de maîtrise sur la gestion de ton projet, au lieu d'être perdu dans les tâches à faire. Et bien sûr que, parce qu'on est dans le volet maîtrise de la gestion de l'énergie, tout ceci te permet de gérer, et beaucoup mieux, tes niveaux d'énergie. Et donc d'être en train de manager ton projet dans une meilleure qualité de toi. Ce qui va te permettre d'arriver au bout de ton projet dans une bonne qualité de ta personne, pas complètement épuisée et lessivée par le projet. Ok. Passons au suivant axe. Intégrer la dimension mercurienne, c'est-à-dire le mindset, la mentalité à tout projet. 3 indicateurs dans cet grand axe. Le premier, faire un maximum pour transformer le discours intérieur négatif et dévalorisant en discours intérieur lumineux et encourageant, soutenant. Écoutez les filles et les garçons, mindset is everything, on dit ici et là, et c'est absolument vrai. La qualité de ton discours intérieur va déterminer ce que tu es capable de faire ou pas. Et pas tant parce que ça va déterminer extérieurement ce que tu es capable de faire ou pas, c'est parce que ça va déterminer intérieurement ce que tu te sens capable de faire ou pas. Il nous convient donc de soigner ce discours intérieur. Si tu cherches dans le blog une leçon qui s'appelle Code astrologique de overthinking ou rumination mentale, tu vas tomber sur un article du blog qui recense ou concentre 4 leçons. C'est une série de 4 leçons que j'ai fait pour t'apprendre à distinguer le mental efficace du mental inefficace, la pensée utile et productive de la pensée inutile et improductive, la pensée empowering, self-empowering et la pensée disempowering. Je te parle également des différents types de distorsions cognitives qui encouragent la rumination mentale. Tu vois, les façons inefficaces et maladroites de traiter l'information mentalement qui mène à un flux de pensée obsessionnelle et de négativité, qui génère des états émotionnels de négativité et de mal-être. Et je te donne des techniques pour sortir de ça. C'est une série de 4 leçons qui se trouvent dans le dossier Mercure. Et tu trouves les liens dans l'article Code astrologique de overthinking ou rumination mentale. Parce que c'est vrai que dans une des leçons, j'aborde les codes astrologiques de overthinking. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout le travail de coaching que je te propose dans ces leçons
pour comprendre les mécanismes de la rumination mentale, te détacher et commencer à mettre en place une pensée beaucoup plus productive, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus utile et efficace. Régulièrement, en séance, on me dit « Oui, mais je ne sais pas comment faire pour arrêter d'être dans cette rumination mentale, mais sers-toi des outils que je mets à ta disposition. » Alors c'est sûr que en faisant les leçons, en lisant les textes, en écoutant les podcasts, ça va pas te sortir de ta rumination mentale, ça va te donner les outils de compréhension pour identifier quand est-ce que tu es dans la rumination mentale, ça va te donner les techniques pour sortir. Mais il faut après que tu les pratiques, que tu t'entraînes. Et tout ça pour sortir de ce discours intérieur qui te dévalorise et qui négativise absolument tout. Qui te dit que tu vas pas être capable, que de toute façon c'est très difficile, que tu n'as jamais pu faire ci ou ça, que de toute façon ça va être un échec, etc., etc. Non. Créer un discours intérieur encourageant et soutenant, c'est absolument possible. Ça s'appelle de la restructuration cognitive. Et justement, parlons de mon deuxième indicateur dans cette section, qui est celui de se servir des techniques de journaling pour s'accompagner dans cette restructuration cognitive. J'ai fait plusieurs leçons sur les techniques de journaling, différentes techniques de journaling, mais une que je te recommande particulièrement et que je laisserai linker comme tout ce que je suis en train de te dire ci-dessous, c'est une leçon que tu trouves dans le parcours de bienvenue et d'accueil du programme Architecte de ma vie qui s'appelle « 5 outils de journaling indispensables pour faire un travail de soi efficace sur Architecte de ma vie ». Dans cette leçon, je t'apprends à te servir stratégiquement du journaling. C'est vrai qu'il y a une partie de journaling très créative ou journaling intuitif et c'est très bien, c'est très bien. Mais quand on veut faire un travail de restructuration cognitive, il faut mettre un tout petit peu plus de stratégie. Et donc, il faut savoir se servir des outils. Et le journaling où tu écris des poèmes, où tu colles des images, où tu fais des dessins ou des coloriages, ce n'est pas un outil de restructuration cognitive. C'est un outil d'expression créative. Et c'est très bien, mais ça n'a pas le même but. Donc, je t'encourage fortement à faire cette leçon pour que tu comprennes quels sont les outils à ta disposition, parmi les nombreux outils de journaling, et que je te recommande, parce que je sais qu'ils sont particulièrement efficaces à un niveau stratégique pour la restructuration cognitive, pour le travail que nous faisons sur Architecte de ma vie. Et je ne me base pas uniquement sur mes recherches et mes nombreuses années d'expérience. Je me base également sur les retours de mes coachés. Et c'est génial comme à chaque fois que j'ai un nouveau coaché, que je signe un nouveau contrat et que mon coaché commence à explorer le contenu dans le programme, les prises de conscience. Et c'est très joli, c'est très valorisant aussi dans mon travail parce que c'est comme « Waouh, mais j'ai compris tellement de choses, waouh, mais j'ai eu tellement de clés en faisant cette leçon ». Et pour reprendre par exemple ce point du journaling, parce qu'on est en train de parler de ça ici, j'ai fait la leçon sur le journaling et j'ai compris pourquoi mon journaling n'était pas efficace. Mais c'est que j'étais en train de tout mélanger, mais il n'y avait aucune stratégie derrière. Et moi je suis là, exactly. Je n'ai plus rien à dire sur ce point-ci, donc je vais aborder le troisième indicateur sur la dimension mercurienne qui est celui de méditer. Et quand on parle de méditation, eh bien on est à nouveau devant différentes compréhensions de ce qu'est la méditation, en sachant qu'il y a des personnes qui parlent de méditation alors qu'elles sont en train de parler de, par exemple, visualisation créative. Enfin, nous n'avons pas une convention sur le terme pour que tout le monde comprenne. Ah, ça c'est méditation, ah, ça c'est visualisation, ah, ça c'est contemplation. La méditation que personnellement, moi, je recommande, parce que je la trouve non seulement super bénéfique, mais vraiment indispensable pour avoir une dimension mercurienne de qualité, c'est cette méditation qui nous permet en même temps de vider notre cerveau de poubelle mentale et de prendre comme du recul et de la distance par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme données dans notre dimension mentale. Très souvent, j'aborde ce sujet en consultation, aussi bien en consultation coaching qu'en consultation rendez-vous astro. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je parlais avec une personne dans le cadre d'un rendez-vous astro. Et il me disait « Ouais, mais moi, je ne suis pas trop méditation, tu vois, méditation du souffle, je sens que ça ne sert à rien. »
Et quand j'entends ça, moi je me dis, cette personne manque d'informations. Donc je m'empresse à lui donner de l'information pour qu'elle comprenne et qu'elle puisse faire un choix beaucoup plus éclairé. Et donc je lui ai dit, écoute, est-ce que tu me permets que je t'explique un truc ? Et après, en fonction de ce que je t'ai expliqué et de ce que tu as compris, tu décides si vraiment cette méditation du souffle te convient ou ne te convient pas. Et donc je lui ai parlé du système d'activation réticulaire. Je lui ai parlé de comment notre cerveau est ce centre qui gère toutes les données que nous percevons 24 heures H sans cesse au travers de tous nos canaux différents de perception. Et je te rappelle que nous avons 5 sens et que ces 5 sens sont opérationnels 24 heures H. C'est-à-dire que toi, tu entends que tu sois endormi ou pas. C'est pas parce que tu dors que tu deviens sourd. C'est pas parce que tu dors que tu perds contact avec ton système nerveux et tes terminaisons nerveuses sur la peau. Donc tu continues à percevoir, par exemple, la texture de tes draps et la température de la chambre dans laquelle tu te trouves. Et ceci est tellement vrai que quand il fait très chaud au milieu de la nuit, tu te réveilles. Ou quand tu as froid parce que tu as fait tomber la couverture, tu te réveilles également. Donc ça veut dire que nos 5 sens sont 24 heures H en train de collecter des données autour de nous. Et c'est notre cerveau qui gère toutes ces données. Mais bien sûr, les gérer toutes dans le même niveau de priorité serait impossible, serait véritablement impossible parce que c'est énormément de données. Donc notre cerveau a des systèmes de priorisation des données. Et de toutes les données que nous collectons, il sélectionne en priorité celles qui nous intéressent, celles qui nous concernent, celles qui nous sont d'utilité. Je ne vais pas t'expliquer ici le système d'activation réticulaire, mais tu peux te renseigner sur le net. Et pour te le résumer de façon très très vulgarisée, je te dirais que le système d'activation réticulaire est le filtre dont notre cerveau se sert pour hiérarchiser les données de façon à traiter en priorité celles qui nous intéressent, nous concernent, nous sont utiles, comme je te disais tout à l'heure. La façon dont ce paramètre, ce système d'activation réticulaire est fascinante et je t'encourage à ce que tu te renseignes. Mais ici, mon point est, que se passe-t-il avec toutes les autres données qui n'ont pas été utilisées, qui ont été mises de côté parce qu'elles ne sont pas considérées prioritaires, utiles, etc., etc. Tu ne sais pas, mais je vais te le dire. Elles te habitent, elles restent en toi, elles sont là en circulation, elles sont comme dans un no man's land là en toi. Elles prennent de la place que tu voudrais peut-être utiliser pour autre chose, pour d'autres idées, pour d'autres pensées. Elles te prennent de l'énergie mentale, elles te prennent du jus, elles t'occupent la pensée, elles te polluent l'esprit, comme on dit vulgairement. Elles font beaucoup de bruit dans ton intérieur. C'est ce que les moines bouddhistes appellent la monkey mind. Pensée singe, qui part dans tous les sens comme un petit singe, qui fait des bêtises. Et c'est normal, c'est des morceaux d'information qui n'ont pas une utilité, ou pas une utilité en ce moment, et qui donc sont là en train de faire du bruit et de polluer inutilement. La méditation vipassana, la méditation du souffle, la méditation où tu te concentres sur ton souffle et tu mets ton mental un peu en off, si tu veux, pour permettre que toutes ces données, tous ces morceaux d'informations sortent de toi et tu évacues. Ça équivaut, et tu vas m'excuser, l'exemple qui est pour le coup très scatologique, ça équivaut à faire caca mental. Et tant que tu ne fais pas ça, tu es comme en mode constipation mentale. Et juste pour aller dans mon exemple scatologique jusqu'au bout, je vais te demander de réfléchir à la qualité de ton bien-être physique quand tu es constipé. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez au moins une référence antérieure de constipation dans la vie et réfléchis à comment tu te sens dans ton ventre ou nez et dans ton corps en général quand tu es constipé. Et je vais te demander également de penser à cette légèreté et ce bien-être, cette qualité de ta condition physique retrouvée quand tu peux finalement évacuer tout ce qui te constipait. Et maintenant, transpose tout cela à ta dimension mentale. Et dis-toi que si ça fait 40 ans que tu es dans cette vie et que tu n'as jamais médité de ta vie, tu as
40 ans de constipation mentale. Donc tu m'étonnes que par moment tu aies du mal à rester en silence, que tu aies du mal à te concentrer, que tu aies du mal à t'ordonner mentalement. C'est normal. Alors je vais te rassurer, il n'y a pas que la méditation pour faire caca mental. On évacue beaucoup de données qui ne nous servent à pas grand-chose quand on dort au cours du sommeil. C'est pour ça que dormir et avoir un sommeil de qualité est super important aussi. Mais la vie que l'on vit et dans la société dans laquelle on vit, de façon générale dans le monde occidental, va de plus en plus vite. Elle est pleine d'informations, de stimuli, de trucs à gérer constamment. Ton attention est un bien précieux que de nombreuses entreprises qui veulent te vendre à tout un tas de trucs veulent prendre. Donc, ils sont constamment en train de te attirer ton attention et toi, tu es constamment pris par tout, comme je te dis, stimuli qui sont des données que tu collectes et que ton cerveau a à traiter. Donc, le sommeil n'est plus suffisant pour évacuer tout ça. D'autant plus que par ces temps qui courent, de plus en plus de personnes ont des problèmes à concilier un sommeil de qualité. Et tu m'étonnes, la tête est pleine d'informations qu'ils ne savent pas quoi faire avec, ça fait trop de bruit, ça occupe trop d'espace intérieurement pour qu'il y ait du silence et de l'apaisement nécessaires pour concilier un sommeil de qualité. C'est pourquoi la méditation est fondamentale. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes avec des caractéristiques très particulières qui vont avoir besoin de plus de méditation ou d'une méditation plus régulière que d'autres personnes. Astrologiquement, les personnes très mercuriennes ou uraniennes, ou les personnes qui ont des aspects entre Mercure et Uranus, ou les personnes qui ont des aspects du Soleil à Uranus, des personnes avec Mercure ou Uranus en domicile, Mercure ou Uranus sur un angle, notamment l'ascendant ou le milieu du ciel, Mercure ou Uranus à 29 degrés. Ces codes et signatures astrologiques en thème natal ou progressé sont suffisants pour indiquer à la personne « et toi, t'as pas le droit de ne pas méditer ». Et s'il te plaît, ne me le prends pas littéral. Quand je dis « t'as pas le droit », c'est pas que t'as pas le droit, c'est que ne te fais pas ça. Ne te fais pas ça. Personnellement, j'ai plusieurs de ces codes et je sais ce qu'est de vivre dans un mental complètement anxieux et agité. Je connais les panic attacks très bien et j'ai également l'expérience de l'avoir subi. Et la méditation fait une différence énorme. Mais comme je te disais tout à l'heure, avec la société dans laquelle on se trouve et on va vers encore plus de tout ça, la méditation devrait être une pratique par défaut que tout le monde devrait être en train de faire minimum 3 minutes par jour. Vraiment, minimum. Et comme je te disais tout à l'heure, pas la méditation où tu te mets une musique, tu fermes les yeux, tu t'imagines je ne sais où, parce que là, tu es en train de donner à nouveau des données à ton cerveau. Tu vois, la musique, c'est de l'information, c'est des morceaux de données. L'imagination, quand je te demande de t'imaginer sur une plage et d'imaginer les vagues et tout ça, ça, c'est de l'information à ton cerveau. Et ça équivaut à donner à une personne constipée des trucs à manger encore. Ben non. Et regarde ce que je te dis, c'est pas que la visualisation créative n'est pas super utile et ça a un objectif, mais ce n'est pas celui de permettre à ton cerveau de se vider du contenu qui ne lui sert pas. Dans le programme, dans le dossier Espace Zen, tu trouves des méditations courtes, 5, 7 ou 10 minutes maxi, qui te permettent justement de faire ce travail de déconstipation mentale. Alors je t'encourage à te servir de ces outils-là et à les pratiquer tous les jours, et à mesurer. Mesure ta qualité mentale, la qualité de ton intérieur après 1 semaine d'avoir médité tous les jours, 2 semaines d'avoir médité tous les jours, 1 mois d'avoir médité tous les jours, 3 mois d'avoir médité tous les jours. Même le plus réticent de mes coachés, qui disait « Non mais attends, passer 5 minutes en silence, moi tout seul là en train de me focaliser sur la respiration et à chaque fois qu'une pensée vient, la laisser partir comme si de rien n'était, même si c'est un truc important. Et, oui, c'est ça qu'il faut faire. Oui mais non, 5 minutes, je peux pas faire 30 secondes. Oui, tu peux commencer par 30 secondes, mais éventuellement, je voudrais que tu rajoutes du temps. Bon, même ces coachés-là,
qui étaient ultra réticents, au jour d'aujourd'hui, donc on est en train de parler fin 2022, me disent « mais je passe 20 minutes à faire ça et je adore, ça me fait trop de bien ». Alors je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous méditer 20 minutes tous les jours. On médite le temps qu'on peut, mais on le fait tous les jours. Minimum 3 minutes. Minimum. Passons au suivant axe qui est considérer la dimension vénusienne, plaisir et valorisation de soi. Tout comme si dans ta vie tu ignores tes besoins et ton bien-être émotionnel, tu vas pas avoir le jus pour t'occuper de tes projets. Si tu ignores la dimension vénusienne et la dimension de plaisir dans ta vie et dans ton life management, tu vas très rapidement te décourager. Parce que le plaisir nous motive. Le plaisir nous valorise également. Valorise l'effort. Et ceci, je l'ai également abordé dans les workshops du dossier Roadmap. Et pour info, et parce que je suis en train de me souvenir ici et c'est important, j'ai également abordé la partie astrologique ancienne de ceci quand je t'ai présenté le Thema Mundi que tu peux trouver dans les leçons du dossier Découvre ta carte astrale et que j'ai parlé de comment, quand on saturnise, il est super important. Donc quand on saturnise, quand on s'ordonne, quand on se structure, quand on planifie pour matérialiser, pour concrétiser, il est super important d'intégrer la dimension Mercure et la dimension Vénus. Je t'ai expliqué ça à un niveau astrologique, depuis la perspective de l'astrologie hellénistique presque, dans la masterclass que tu trouves dans le dossier Découvre ta carte astrale, où je te présente le Thema Mundi. Je te laisserai le lien vers le dossier ci-dessous également. Et pour cet axe de l'intégration ou de la considération de la dimension vénusienne dans notre life management, indicateur numéro 1, déléguer. Accepter de se faire aider. Se délester d'une tâche qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne veut pas faire, confier un volet de notre life management à un expert. Et faire tout ça, ça fait partie non seulement de se respecter et de respecter ses limites, comme on voyait dans l'axe où j'abordais la maîtrise de la gestion de l'énergie, mais ça fait partie également de se valoriser soi-même. Refuser de demander de l'aide, refuser de déléguer ou d'accepter de se faire aider, de se délester de tâches qui prennent beaucoup trop de temps, beaucoup trop de ressources, c'est comme se punir. C'est comme si tu te disais à toi-même, non, t'as pas le droit. Comme si t'as pas le droit au dessert. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais bien sûr que tu as le droit. Mais tu as le droit inconditionnel parce que tu le vaux bien, comme dirait L'Oréal. Qui d'ailleurs est une phrase que j'adore parce qu'elle est ultra vénusienne. Donc arrête de te traiter avec mesquinerie et plutôt ouvre les vannes de l'abondance dans ta vie en acceptant de te faire aider. Ça te valorise vraiment. Indicateur numéro 2. Créer de l'espace pour le plaisir et les activités récréatives. Et ça devrait faire partie de ton planning. Et ceci, je te l'explique en détail à nouveau dans le dossier Roadmap. S'il te plaît, sers-toi de ce contenu pour apprendre à le faire. Il y a une phrase en anglais qui dit « All work and no play make Jack a dull boy ». C'est en fait un dicton qui veut dire « Beaucoup de travail et pas de loisirs font de Jack un garçon fade, terne, insipide, sans intérêt ». Et ce que cette phrase veut dire en réalité, c'est que quand nous sommes tout le temps, en train de travailler, en train de fournir un effort, en train de, être là, en train de faire notre truc, et qu'on ne se prend pas des petits moments de récréation ou des gros moments de plaisir et de récréation, on devient terne, insipide, sans intérêt. Et si nous, on devient fade, sois certain que le projet que nous avons entre les mains le devient aussi. Le projet devient insipide, terne, sans intérêt. Il perd cette lumière, ce rayonnement. Et si nous et nos projets devenons fades, sans intérêt, insipides, ternes, notre vie le devient aussi. Alors s'il te plaît, mets le piment vénusien à ta vie. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien je te recommande principalement 3 dossiers. Le dossier Roadmap où je t'explique concrètement certaines techniques et comment faire. Le dossier Vénus où tu apprends à explorer ta Vénus. Le dossier Le voyage de Vénus où nous nous retrouvons tous les mois
et nous discutons, nous explorons nos dimensions vénusiennes, nous nous accompagnons dans le cycle de Vénus pour découvrir nos multiples facettes vénusiennes au fur et à mesure que nous avançons dans notre chemin évolutif. Et tout ceci avec un encadrement professionnel. Il y a d'autres dossiers que je te recommanderais, comme par exemple la révolution vénusienne, qui est un outil avec lequel tu vas dresser une carte qui te permet d'avoir un aperçu des tendances pour ton année vénusienne à toi. Ça, c'est aussi un superbe outil. Et bien sûr qu'en plus de tout ce contenu avec lequel tu t'instruis, etc., il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est concrètement faire de l'espace dans ta vie pour le plaisir, pour les activités récréatives. Et indicateur numéro 3, dernier indicateur en ce qui concerne la dimension vénusienne, l'importance de se récompenser pour ses progrès. C'est vraiment un aspect qu'il faut prendre très au sérieux. Quand tu te récompenses pour ton travail, tu laisses graver dans ta mémoire émotionnelle les bonnes sensations que ça te donne de faire un travail bien fait, de dire là j'ai réussi. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant, qu'est-ce que c'est gratifiant, qu'est-ce que ça fait du bien, je me sens trop bien, je me récompense. Et ces empreintes émotionnelles que tu crées te servent principalement à deux choses. D'un côté, ça te sert à te valoriser, ça te sert à valoriser ton effort, ça te sert à valoriser tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu as mobilisé pour arriver à ces résultats-là. Le fait de savoir te dire bravo à moi, pour tout ce que j'ai fait et ce que j'ai réussi jusqu'ici, te valorise. C'est un boost d'estime de toi. Et en même temps, ça t'aide à créer une relation de confiance et de complicité avec toi-même. Parce que tu sais te reconnaître tes efforts. Que très souvent, la tendance est à exiger et ne jamais récompenser. C'est pour ça qu'après, on tombe dans l'auto-sabotage. Parce que qui veut travailler comme ça tout le temps, sans reconnaissance, sans un merci, sans un moment d'appréciation? Non. Et le fait que toi, tu t'autorises à toi-même à te récompenser, ça améliore ta relation à toi-même. Ça améliore aussi le sens de l'adulte intérieur que tu as. Ça le fait évoluer également, ça le fait devenir plus mature. C'est comme s'il y avait deux dimensions de toi. La dimension saturnine, chef, qui dit maintenant il faut faire ci, maintenant il faut faire ça, maintenant il faut... Et la dimension qui est là, oui chef, je fais. Mais si le chef, il te dit bon travail, je vais te proposer une augmentation, prends-toi 2-3 jours de RTT d'affilée parce que franchement t'as trop assuré la dernière fois, etc. Et ben toi t'es content, t'es motivé, tu dis ouais, moi je veux bien travailler, ce patron me convient, cette patronne me convient. Et l'auto-sabotage s'estompe. Tu n'as plus besoin de saboter l'organisation et la structure mise en place parce que tu sais que tu vas être reconnu, que ton travail va être valorisé, apprécié, que tes efforts vont être applaudis. Donc tu t'aimes davantage en tant que chef et tu te soutiens également davantage. Ça améliore ta relation à toi-même. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, ça te permet de garder la motivation. Surtout quand il y a des moments de challenge à traverser. Parce qu'il va les avoir. Tout projet, toute vie a des moments plus faciles et des moments où les choses se compliquent. Bon, quand les choses se compliquent et qu'il faut fournir des efforts supplémentaires pour sortir de la complication, il est plus facile de se motiver en sachant que à la fin, il y aura une récompense. À la fin, il y aura une reconnaissance de l'effort fourni. Et cette empreinte émotionnelle que tu as créée par le passé te permet de te souvenir à quel point c'est gratifiant. Et tout ça te motive à tenir et à continuer à fournir l'effort. On arrive à la fin avec mon dernier grand axe qui est celui de faire et planifier des bilans réguliers et des points d'étape. Et j'insiste sur le point de la planification parce que si on ne les planifie pas, on est la tête dans le guidon et on les oublie. Et ils sont super importants. C'est lors de ces bilans qu'on mesure les résultats pour prendre des décisions, réajuster la stratégie, mesurer le chemin parcouru, nous féliciter, etc. D'ailleurs, mes deux indicateurs ici sont les bilans réguliers et les points d'étape nous permettent de valoriser nos réussites et nous permettent également de voir nos échecs, entre guillemets, avec réalisme pour avoir une idée claire des points à améliorer et éviter de tomber dans les « je ne sais pas pourquoi ». Parce que ça, je l'entends très régulièrement.
Bon, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche aussi bien? Quand mes coachés me partagent une réussite, ah ben je ne sais pas pourquoi. Comment ça, tu sais pas pourquoi? Non, ben on va s'asseoir très rapidement, toi et moi, autour de ce sujet pour que tu identifies très bien ce que tu as fait qui t'a permis de matérialiser cette réussite. Mais pareil, quand on est face à un échec, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Si. On va s'asseoir, toi et moi également, et on va identifier ce que tu as fait et pourquoi ça n'a pas marché. Ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Ne pas faire est aussi une prise d'action. Savoir quand et comment faire des bilans est super important également. On ne fait pas des bilans pour tout et pour n'importe quoi et à n'importe quel moment. On choisit, parce qu'on a une vie à vivre également et on ne peut pas passer notre vie à planifier et à mesurer. C'est ridicule. Je t'ai expliqué comment faire ça dans plusieurs dossiers. Dans le dossier Roadmap, c'est le workshop numéro 1. Dans le dossier d'accueil et de bienvenue au programme Architecte de ma vie, tu as plusieurs leçons où je partage avec toi des méthodologies simples. Je vais te dire ce que m'a dit une coachée, une très jeune coachée avec laquelle je viens de commencer à travailler il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, faire des bilans, ça change tout. Ces points d'étape avec moi-même par rapport à ce qui étaient mes objectifs, comment je les ai mis en place, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, ce que je veux continuer à faire, ce qui n'a pas marché pour moi, etc., etc. C'est précieux. Et moi, je le regarde et je fais avec ma tête parce que je sais à quel point elle a raison et comment ça fait du bien de prendre conscience de ça et de l'intégrer dans sa gestion de ses projets, de sa vie. Voilà, eh bien je vais terminer cette longue capsule en te disant que tu n'as pas besoin de passer 18 heures par jour à faire tout ça. Que pour faire tes bilans, tu n'as pas besoin d'écrire des tartines de 5 pages. Que avoir un plan, une structure, un ordre à suivre ne veut pas dire te faire violence avec une to-do impossible. Bien au contraire. Si tu te sers vraiment des consignes, des leçons, des techniques que je partage avec toi dans les contenus vers lesquels je t'ai renvoyé au cours de cette leçon et dans les leçons de ce dossier, tu vas te rendre compte à quel point ça va te faciliter la vie. Ça va te la rendre beaucoup plus fluide, ce qui va faire de l'expérience une beaucoup plus agréable et gratifiante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour terminer. Merci de ton temps et de ton attention et à très vite.